J'en pouvais plus. C'est une folie. Je sais même pas c'est quoi une Scramasax. Jack Christophe, qu'est-ce que t'es en train de me faire? Et vraiment pour moi c'est une belle surprise de ce début 2026. Et si je vous parlais de toutes les séries que j'ai avancées dernièrement? Il y a en effet pas mal de séries que j'ai avancées, que j'ai terminées, que j'ai commencées. Et donc j'ai envie de vous en parler dans cette vidéo. Vous allez voir que cette vidéo sera en deux parties. Il y aura une partie juste après ce clip qui va vous présenter mes dernières lectures sous forme d'update lecture. Et puis juste après, il y aura un vlog parce que j'ai vlogué L'Empire de l'Aube de Jack Christophe qui est donc le dernier tome de la série de l'Empire du Vampire. Je l'ai donc terminé, mais ça je vous en parle après le segment sur toutes mes dernières lectures de série. Alors les amis, il est temps de vous parler sous forme update lecture de toutes mes lectures de séries parce que j'ai pas mal avancé. J'ai envie de vous parler de L'Ombre des Dieux de John Gwynne que j'ai commencé. J'ai envie de vous parler du Prince Cruel parce que je vous ai laissé là en suspens dans ma vidéo favori Booktube. Il faut que je vous parle de cette série dans son entièreté. Et bien aussi d'un John Carter Carl bien sûr puisque j'ai avancé aussi. Depuis les favoris Booktube, j'ai avancé, j'ai fini le tome 3, donc tout ça je vais vous en parler maintenant. Et justement on commence par Dungeon Crawler Carl tome 2. C'est fini l'entraînement pour Princesse Donut et pour Carl, ils entrent dans le niveau 3 et tout le tome va se concentrer sur ce niveau 3. Ici, on est sur un monde où on a l'impression qu'on voit le ciel. En fait, c'est une impression, ils sont toujours dans le donjon. D'ailleurs, ça m'a donné un peu un côté claustrophobe parce que moi, j'ai tellement besoin de la lumière du jour, par exemple. Je me sentirais tellement mal d'être coincée sous terre dans un donjon dont vous n'avez pas les codes, vous savez pas ce qui vous attend. Je me suis sentie un peu claustro à imaginer ça. Et là, bon, bah, ils vont avoir enfin l'impression qu'il y a un ciel, l'impression qu'il y a des étoiles, l'impression qu'on est à l'air ouvert, mais en fait pas du tout. Et donc on va avoir l'impression d'être un peu sur un cadre un peu plus urbain et on va explorer la ville d'en haut. Il y a pas mal de violence, encore une fois, dans ce tome-là. Il y a quand même pas mal d'éléments horrifiques que j'ai notés, des batailles, c'est assez sanglant. Évidemment, on retrouve toujours l'humour, le côté déjanté. Vous excuserez les travaux, mais les amis, à ce point-là, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, ça tape dans les murs. Encore une fois, dans ce tome, je souligne l'imagination vraiment fertile de Matt Diniman, parce qu'alors il nous emmène vraiment dans un univers vraiment hyper réfléchi, détaillé, avec des monstres qui ont tous vraiment une patte, une identité particulière, qui c'est super réfléchi. Évidemment, les thèmes abordés, bah, on est sur beaucoup de voyeurisme par rapport à cette émission galactique. On a l'impression qu'il prend toujours plus de place. Il y a aussi évidemment la déshumanisation totale des candidats, mais pas seulement. On rentre beaucoup plus en profondeur aussi avec l'histoire des PNJ, j'ai beaucoup aimé, et tout le côté exploitation des personnages, des humains, des candidats et pas seulement. Ils vont commencer à avoir une certaine célébrité en fait, car les donuts, et ça va amener à des situations rocambolesques et aussi vraiment très intéressantes dans ce tome 2. Mordecai est toujours présent évidemment et il devient de plus en plus intéressant et de plus en plus important dans l'histoire. J'ai aussi beaucoup aimé Princesse Donut parce que on voit différentes facettes de Princesse Donut dans ce tome-là, mais aussi à certains moments quand elle évoque sa maîtresse Miss Béatrice, c'est très mignon, c'est très touchant aussi. Et Carl, Carl, il reste égal à lui-même, même si il évolue beaucoup quand même. J'ai eu l'impression qu'il se laissait guider de plus en plus par ses émotions et qu'il devient de plus en plus leader aussi. Encore une fois, on développe les facettes des personnages et c'est toujours super intéressant. Comme d'habitude, avec la plume de Matt Diniman, on pose des questions, on soulève certaines choses comme l'héroïsme, comment préserver son humanité quand on est dans cette configuration-là où on vous met en fait face à d'autres personnages. Voilà, il va y avoir pas mal de situations où Carl va se poser pas mal de questions sur comment conserver son humanité et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment un côté touchant au roman qui est nécessaire en fait pour moi pour avoir une super lecture. J'ai besoin de ce côté humain et en même temps, voilà, on pose certaines questions, on dénonce certaines choses, mais il n'y a jamais ce côté moralisateur et j'aime vraiment beaucoup le style de Matt Diniman. Après un début un peu explosif, finalement le roman va prendre son temps. D'ailleurs, on n'explore qu'un seul niveau, contrairement au premier tome. On n'explore qu'un seul niveau et on va vraiment prendre le temps. On voit aussi l'arrivée de Kate dans ce niveau-là, dans ce tome-là.
Et du coup, avec les quêtes, on va explorer un peu plus en profondeur. Ça va être un petit peu moins soutenu en termes de rythme, je crois. Personnellement, ça ne m'a pas dérangée. Je lui ai mis un 4,50. Ça reste une série coup de cœur, vraiment. Je sais pas ce qu'il me faut pour mettre un 5 étoiles, mais il me faut quelque chose en plus. En tout cas, je termine à peine le livre que j'ai envie d'enchaîner avec le suivant. Et il a fallu que j'attende un petit peu parce que je voulais pas exagérer, mais finalement, j'ai succombé et j'ai enchaîné avec le tome 3. En audio, en français encore une fois. Et donc dans le tome 3, le livre de recettes de l'anarchiste, j'adore toujours les titres aussi, hein. C'est vraiment bien trouvé. Alors là, on est donc au niveau 4 et c'est un niveau qui est baptisé le nœud de fer. Le nœud de fer parce que là, on va se retrouver vraiment sur les lignes de chemin de fer. C'est en fait un espèce de d'immense labyrinthe de rails, de métro, de train. C'est assez déroutant. D'ailleurs, dès le départ, Matt Diniman nous le dit, attention cher lecteur, vous n'allez peut-être pas comprendre grand-chose. Il y a plus de 400 lignes, je crois, donc imaginez un peu le truc. Et évidemment, en audio, en plus, je sais pas si dans le livre, il y a une carte, mais en audio, on fait que d'écouter. Donc, c'est pas toujours évident de savoir où on est. Mais Matt Diniman nous prévient, donc il faut y aller sans avoir envie de comprendre où est-ce qu'on se situe. On nous prévient dès le départ que ça va être chaotique, et en effet, c'est totalement chaotique. Et en fait, j'ai l'impression que Matt Diniman voulait nous plonger à la place de Karl et Princesse Donut et avoir cette expérience de comment comprendre le niveau, comment s'en sortir. On a l'impression que c'est confus, flou, et en fait, franchement, moi j'ai eu l'impression que Karl avait largement un temps d'avance sur ma propre compréhension, hein. Je sais pas comment il comprend tout ça, mais vraiment, Karl fait preuve d'une extrême intelligence. Bon, ça s'explique un petit peu par certains aspects du roman que vous découvrirez et que j'ai adoré. Franchement, là, il va y avoir quelque chose qui va aider Karl à un peu mieux comprendre son environnement. Et ça, j'ai vraiment aimé la découverte de cette chose-là. Je trouve ça super intéressant. Ça donne plus de mystère dans le roman, vous voyez. Et surtout, cet élément-là va permettre à Karl d'avoir, comme je vous le disais, un temps d'avance, et notamment un temps d'avance sur le jeu et sur les commanditaires, sur les marionnettistes, on peut dire, parce qu'évidemment, tout ce jeu est contrôlé par la politique, par le système politique, par la société Borante et compagnie. Et là, on va vraiment rentrer beaucoup plus en profondeur aussi dans ce côté politique très complexe, on se rend compte. Moi, il faudrait vraiment que je réécoute en fait les tomes parce que l'exploitation derrière le jeu, les marionnettistes derrière le jeu, ça a l'air vraiment dense et assez compliqué, hein. Il va y avoir pas mal de stratégies, pas mal de manipulations dont on commence à se rendre vraiment compte aussi dans ce tome, mais on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, puisqu'on est comme Karl, on essaie de deviner des choses, mais on n'a pas tout, toutes les cartes en main en fait. Et lui, il va pas mal essayer d'en apprendre davantage en parlant de plus en plus au PNJ, en essayant de récolter des informations, et cette recherche d'informations nourrit aussi encore une fois le livre. On sent qu'on progresse aussi dans l'histoire, pas seulement dans l'histoire de il faut se sauver, il faut survivre, faut passer le niveau, faut avoir de l'XP, voilà le côté jeu vidéo et mécanique du jeu vidéo, mais il y a vraiment plus. Là, on essaie de comprendre les mécaniques derrière les mécaniques du jeu, vous voyez. J'ai adoré Karl dans ce roman. En fait, j'ai l'impression que Karl, c'est le personnage qui me fait vivre le plus d'émotions. Il est hyper intelligent, il essaie de comprendre, il a toujours un coup d'avance. Il devient vraiment leader, encore une fois, de plus en plus. Et en même temps, il a quand même ce côté très humain. Voilà, il fait des choses, mais il pense quand même aux autres. Ouais, je sais pas, je suis très attachée à ce personnage de Karl. C'est toujours un peu un anti-héros, car il est héros par hasard, il est héros parce qu'il se retrouve dans cette situation-là, mais il l'a pas cherché, et dans sa vie de tous les jours, c'était vraiment pas un héros, et ça on le voit aussi avec les détails de sa relation avec Béa qu'on apprend de plus en plus, comme dans le tome 2, etc., et dans le tome 1. La situation fait que, en fait, il devient ce héros, il devient ce personnage vraiment qu'on a envie de suivre, ce leader naturel, et en même temps il garde son humanité, et c'est tellement agréable à lire un personnage comme ça, avec ses failles. Il est pas parfait. Encore une fois, c'est vraiment pas un personnage parfait, c'est un personnage qui a ses défauts, mais qui est très touchant en fait. Je trouve aussi que les personnages secondaires sont de plus en plus importants et gagnent en profondeur. On va suivre encore un autre personnage qui va
être un peu dans la bande aussi dans ce tome-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi, les différentes facettes, les différentes personnalités qu'on peut trouver dans ce tome. C'est pas vraiment chacun pour soi, hein, les crawlers vont devoir se mettre ensemble aussi pour vaincre ce niveau complètement tentaculaire et fouillis, difficile à comprendre et à appréhender. Évidemment, on continue de saluer la plume de Matt Diniman qui est toujours aussi mordante, parfois politiquement incorrecte. Les monstres, j'ai eu des fous rires. Franchement, les babas-babouins, j'ai eu un fou rire où j'ai pleuré de rire à la présentation de ces monstres-là. Pour résumer ce tome 3, pour moi, je trouve qu'il est exigeant. Il y a une espèce de portail où on peut passer d'une ligne à une autre. J'ai eu vraiment du mal à visualiser les choses. Je me suis un peu perdue. Visiblement, c'est volontaire. Visiblement, c'est flou volontairement par Matt Diniman. Donc, il faut pas chercher, je pense, à comprendre. Mais c'est vrai que moi, je suis une lectrice où j'aime bien comprendre et bien visualiser les choses. Et c'est vrai que je me suis un peu perdue. Donc, je trouve que ce tome était particulièrement exigeant. Et du coup, j'ai envie de le réécouter. Je crois qu'en termes d'humanité, c'est mon tome préféré. En termes d'histoire et de complexité, j'ai vraiment eu du mal à visualiser, donc c'est pas mon tome préféré là-dessus. Peut-être le tome 1, j'ai adoré parce que plonger dans cette histoire, plonger dans ce donjon, ça m'a vraiment fascinée. Mais en termes de réflexion humaine, essayer de trouver les solutions ensemble, j'ai vraiment adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et aussi le côté princesse Donut avec ses réflexions, quand elle se rappelle de Béa, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes que j'ai adorées, qui rend le côté plus humain du livre. J'ai trop hâte de lire le tome 4. Je lutte et c'est pas facile parce que tous les jours je me dis allez, je me le prends en audio, je me le lis, je m'en fiche, mais j'essaye de lutter. Je veux que la série dure plus longtemps que le lire en 6 mois, mais c'est pas facile. J'ai envie de vous parler maintenant du Prince Captif parce que je veux vous parler de la saga dans son entièreté. Je vous avais déjà parlé du tome 1 de Prince Captif et du fait que j'avais été très étonnée d'apprécier cette lecture qui sur le papier n'était pas vraiment pour moi. C'est classé en fantasy, même si je dois avouer que le monde n'est pas très fantasy parce que, mis à part que c'est un royaume inventé, voilà, qui n'existe pas, qui repose quand même sur l'Antiquité. C'est un royaume inventé, mais il n'y a pas ce côté magie, système de magie, etc. Dans cette série, on va suivre le prince d'Amen qui est trahi par son demi-frère et qui est donné comme esclave au royaume ennemi, le royaume de Verre, et notamment à son prince Laurent. J'avais mis un 4,25 au tome 1 parce que le côté un peu trash du début, je me posais un peu la question. Néanmoins, c'était quand même un tome que j'ai dévoré, que j'ai apprécié dévorer, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé la plume. Voilà, puis j'étais curieuse. J'ai donc enchaîné avec le tome 2 parce que vraiment j'étais happée par ma lecture et très intriguée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 parce que là, on développe vraiment beaucoup plus différentes choses. Notamment le côté intrigue, manipulation, alliance politique. C'est vraiment un tome qui, si vous aimez ce genre de roman sur les intrigues politiques, les alliances, les stratégies militaires aussi, vous allez aimer ça parce que on va aussi se retrouver sur un champ de bataille avec donc vraiment un côté très militaire, combat sur le terrain, hyper intéressant. Je vais pas vous raconter trop ce qui se passe pour ne pas vous spoiler le tome 1 évidemment, mais on va aussi beaucoup suivre l'évolution des personnages et de la relation entre Laurent et entre Damen. Donc on va parler de tropes parce que c'est décrit comme ça, on est sur un enemies to lovers et évidemment c'est compliqué parce que là, comme je le disais dans le tome 1, on est sur un vrai enemies to lovers, c'est-à-dire que ces deux personnages, ils ne se détestent pas pour rien. Il y a des raisons très graves qui font que c'est pas possible pour eux de s'entendre. Ils sont ennemis profondément. Est-ce qu'ils vont vraiment finir par être amants? Comment c'est possible? Vous voyez, ça paraît absolument impossible. Et je trouve que l'autrice a très bien traité son sujet. Pour moi, ça a vraiment marché. J'étais totalement passionnée par ces deux personnages. J'ai adoré ces deux personnages. Je trouve que l'histoire de Laurent est particulièrement fascinante, mais le charisme de Damen m'a beaucoup séduite
aussi. Donc j'ai adoré suivre ces deux personnages et la situation de Damen est tellement catastrophique, le pauvre, qu'on a aussi envie de le suivre. Laurent est un fin stratège, il est toujours en avance sur le lecteur, sur les stratégies. Côté stratégique est vraiment fascinant. Et puis Damen, lui, c'est le côté intelligence militaire. Et voilà, il est sur le terrain, c'est un combattant, il a cette force-là, donc il va pouvoir aussi aider Laurent malgré tout. Et en fait, il va l'aider parce qu'il a un intérêt, pas pour les beaux yeux de Laurent, hein, clairement. J'ai aussi adoré l'intelligence froide de Laurent. C'est vrai qu'il y a un vrai contraste entre les deux personnages. Cette froideur de Laurent, on le ressent dans son regard, dans sa description, dans les dialogues. Il y a vraiment un contraste entre les deux personnages que j'ai adoré. Finalement, j'ai trouvé que l'ambiance se rapprochait pas mal d'un Game of Thrones, dans le côté parfois un peu trash des situations. Il n'y a pas le côté magie, il n'y a pas le côté dragon, tous ces trucs-là, mais il y a quand même ce côté manipulation, stratégie militaire, stratégie politique. Voilà, tout ça me faisait penser un petit peu à un petit Game of Thrones, mais ouais, j'ai bien aimé pour ce côté-là, en fait. On est un peu débarrassé du côté malsain du début du tome 1 et on entre vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intelligent, de beaucoup plus construit, avec une tension permanente, une tension que ce soit dans la stratégie militaire, politique, mais aussi entre les personnages, dans la construction de la relation entre les personnages. Et c'est ça qui m'a fascinée. Pour moi, ce tome 2, il surpasse le tome 1 et voilà, je lui ai mis un 4,50 et j'ai arrêté ma lecture parce que je voulais pas tout de suite lire le tome 3, mais c'était très difficile et finalement, j'y suis très vite retournée et j'ai lu le tome 3 aussitôt. Le tome 2 se finit en beauté magistrale et vous n'avez qu'une envie, c'est lire le tome 3. Et on commence le tome 3 après une révélation assez dingue. J'avais trop hâte de voir qu'est-ce qui allait se passer après la fin du tome 2. Et encore une fois, on est surpris. Voilà, ce qu'on avait imaginé comme réaction n'est pas du tout ce qu'on va avoir en fait dans ce tome 3. Donc vraiment, il y a encore une fois beaucoup de surprises, quoi. C'est fluide, c'est agréable à lire, il y a plein de rebondissements, il y a beaucoup de tensions, ça ne s'arrête jamais et voilà, on est accroché du début à la fin. Je trouve que l'évolution dans la relation est vraiment juste. On est encore sur quelque chose de très lent, où il y a une certaine tension, une certaine fragilité, et tout ça est vraiment juste et crédible en fait, quelque part. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué. Ils sont vraiment ennemis, hein. Il y a aussi beaucoup de non-dits, et ça j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé dans ce tome qu'il y avait une subtilité. C'est vraiment incroyable entre la différence entre le tome 1 et les autres tomes. On a presque l'impression que c'est pas la même personne qui a écrit les tomes, quoi. Parce que là, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a vraiment une subtilité, notamment dans l'histoire de Laurent. On rentre pas dans quelque chose où on met les pieds dans le plat, par exemple. On a beaucoup de non-dits, on comprend des choses, on devine des choses de toute façon tout au long des 3 tomes, mais les révélations restent comment expliquer? Ouais, c'est subtil, ouais, j'ai pas d'autre mot que celui-là et ça, j'ai vraiment aimé, en fait. C'est assez fin, vous voyez? Et c'est suffisant. On n'a pas besoin de tout expliquer avec lourdeur. Non, non, là, on reste un petit peu en retrait. Le seul petit bémol que je vais reprocher à ce livre, parce que vraiment j'ai tout aimé, l'action, les personnages, l'évolution de la relation, le côté militaire et stratégique, les combats, tout m'a plu, sauf peut-être l'expédition un peu rapide de la fin. J'ai trouvé ça dommage. Je trouve que la résolution finale est trop expéditive. J'aurais aimé une finalité un peu plus satisfaisante si ça avait été un peu plus difficile. Là, c'est un petit peu rapidement fini quand même. Ceci dit, malgré ces petites réserves-là, moi j'ai adoré encore une fois ce tome 3. Je lui ai mis encore une fois un 4,50. J'ai adoré la série dans son entièreté. Je vais me rappeler longtemps, je pense, de ces personnages parce que j'ai adoré les suivre. J'ai été surprise tout au long de ma lecture, il y a plein de révélations et j'ai trouvé une belle complexité aussi dans l'évolution des personnages et dans les personnages eux-mêmes, dans ce qu'ils ont à raconter, dans leur histoire. Et vraiment, pour moi, c'est une belle surprise de ce début 2026. Juste pour terminer, vu que j'avais acheté la version française en e-book, il y avait aussi, après ce tome 3, Le Palais d'été, qui est une nouvelle qui était dedans, donc je l'ai lu. Bon, j'ai pas grand chose à en dire parce que vraiment pour moi c'était une nouvelle complémentaire qui se passe après les événements évidemment du tome 3,
qui n'a aucun enjeu politique, aucun enjeu particulier, qui rajoute rien à la série, qui n'est pas du tout obligatoire. Je pense que c'est vraiment pour les fans des personnages. Et avoir une espèce de finalité uniquement centrée sur les deux personnages. Bon, j'ai trouvé ça sympathique, vraiment sans plus. Maintenant, j'ai envie de vous parler de L'Ombre des Dieux de John Gwynne que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Léa, que je remercie chaleureusement pour leur confiance. Puisque j'ai une adresse en Suisse et pas en France, malheureusement, les éditions Léa n'envoient pas le livre papier. Bon, ça c'est un autre débat, je trouve toujours un peu dommage. Bref, du coup, je l'ai lu en e-book. Je dis ça parce qu'en fait, ça a son importance un petit peu dans mon avis. C'est une série qu'il faut lire en version papier. Vraiment, croyez-moi. C'est un peu comme The Sword of Kagan. Si vous lisez The Sword of Kagan en version e-book, bon courage à vous. Parce que dans L'Ombre des Dieux, c'est un peu la même chose que dans The Sword of Kagan. Il y a beaucoup de mots. Si vous n'avez pas de connaissances comme moi particulières en version e-book, c'est compliqué les amis. Moi j'arrive pas parce que en plus j'ai pas envie de me spoiler. Donc il faut que j'aille rechercher à chaque fois qu'il y a un nouveau mot. Et ça a son importance sur mon avis final de cette série. C'est donc une fantaisie épique sur l'imaginaire viking. C'est un roman choral avec 3 points de vue principaux. Et on va suivre 3 personnages donc distincts. On va suivre, alors c'était Orca, qui est une mère de famille, mais qui est quand même une guerrière aussi. Elle a raccroché l'épée parce qu'elle a eu son fils Breka. Ensuite, on va suivre Varg. Varg, c'est un ancien esclave qui veut retrouver les assassins de sa sœur et qui va se retrouver un peu malgré lui dans la confrérie du sang. Ce sont des mercenaires. Et enfin, on va suivre Elvar, qui elle est une guerrière qui fait partie d'une autre confrérie, d'un autre clan. Ce qui est assez drôle dans ce roman, c'est que ce que je vais vous dire, ça peut être soit adoré, soit pas très aimé. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pas trop aimé. Mais je pense que ça va être un des points forts de nombreux lecteurs malgré tout. Il y a vraiment une ambiance viking, mythologie nordique, extrêmement poussée. Vraiment, John Gwynne, il nous emmène totalement dans cette atmosphère, dans cette ambiance. On a beaucoup de descriptions des armes, des costumes, des coiffures, des bijoux. Là, on peut dire que le décor viking est vraiment très riche, très poussé, très détaillé, et donc ça permet une immersion totale dans cette mythologie nordique, dans ce monde-là. Pour moi, c'est aussi ce qui a pêché dans ma lecture, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je trouve que le rythme est particulièrement lent et pas très engageant. C'est aussi un roman qui, encore une fois, est très introductif dans le monde. En fait, j'ai trouvé le rythme tellement laborieux et l'écriture aussi assez laborieuse, ce qui est étonnant parce que, rappelez-vous, j'ai adoré Malice, qui est aussi un tome introductif, qui a en plus encore plus de personnages, qui est encore plus compliqué, et pourtant j'ai adoré. Mais ici, j'ai eu pas mal de problèmes avec la plume. Je dois dire que cette ambiance immersive, comme je vous l'ai dit, et ces descriptions, pour moi, étaient beaucoup trop détaillées et j'ai eu un vrai problème. Le vocabulaire était beaucoup trop dense et complexe pour moi. Il y avait beaucoup de termes, alors je sais pas si c'est islandais ou danois ou quelle langue c'est, mais en tout cas, par exemple, Nelbinging, Brynja, enfin voilà, tous ces trucs, comprends rien. Donc le glossaire m'aurait été quand même bien utile parce que comme ça j'aurais déjà pris connaissance avant de ces termes-là, puis j'aurais pu me dire ah bah oui, bah c'est une tenue, c'est une arme, c'est un machin, c'est un truc. Là j'ai un peu deviné dans le contexte, mais ça j'aime pas. Moi je suis une lectrice, j'ai besoin de comprendre les choses. J'ai vraiment un cerveau où j'ai besoin de comprendre les choses moi. Je peux pas juste pas être sûre. Tu devines dans le contexte, mais moi j'ai besoin d'être sûre. Et ensuite, je trouve vraiment qu'il y a un problème avec la plume. Je suis quand même un petit peu étonnée qu'il n'y a pas eu un éditeur, et je parle pas de la version française, parce que la traduction, il n'y a pas eu de problème. Mais vraiment, le texte anglais à l'origine, le texte en version originale, souffre de répétitions, et donc ça se retrouve évidemment dans la version française. Brynja, Kaja Pensée, et l'autre que je n'arrive pas à prononcer, Scramasax. En plus, Scramasax, mais Scramasax, je crois que c'est le mot il faudrait, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je compte le nombre de fois il y a ce mot. Je vous jure, à chaque page, Scramasax, Scramasax, Scramasax. Et j'arrivais pas en plus à me le prononcer dans ma tête. Ah, c'était horrible. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait sortir de ma lecture à chaque fois que j'essayais de me plonger dans ce livre. Je partais. J'arrivais pas à être concentrée parce que
Il y a plein de termes que je comprenais pas, il y avait trop de descriptions extrêmement détaillées. Dès qu'il y a un personnage qui rentre, mais même en arrière-plan dans une auberge, si vous croisez un personnage qui n'a pas d'intérêt dans l'histoire, John Green va vous décrire sa tenue, sa coiffure, ses bijoux, ses armes. Ah, j'en pouvais plus. Et après, il décrit ce qu'il mange, ce qu'il boit, la vaisselle, la bougie, le machin, tout est décrit. Mais alors vraiment là, je vous dis, soit vous allez adorer parce que c'est une vraie immersion dans l'univers et je le comprendrai vraiment, mais alors moi, j'en avais marre des descriptions de tel et tel personnage qui passe, je m'en fiche, sa barbe, les bijoux, les machins. Au bout d'un moment, j'avais envie que ça avance, c'était trop long et trop alourdi, le texte était très alourdi. Vraiment pour moi, c'est ma plus grosse critique et ça m'a totalement sorti de ma lecture et ça a vraiment fait que j'ai eu une lecture fastidieuse. Je vais vous citer 2-3 trucs parce que au bout d'un moment, j'ai commencé à surligner. En peu de temps et avec le raid, il avait acheté 2 sous-tuniques de lin, des braies de laine, une tunique de laine grise à chevrons, des jambières Vininga avec des attaches de bronze, des chaussures en cuir de chèvre, un bonnet, des chaussettes Nelbinding, des gants de cuir fourrés, salopage, une ceinture avec une boucle de bronze, un scramasac, on le retrouve, dans un étui de cuir simple avec une poignée en ramure d'élan et une belle cape en phoque. Et un sac de jute pour porter tout ça. Mais je vous jure, c'était ça tout le temps. Vous voyez les descriptions là, comment c'est compliqué? Enfin, moi je sais pas, mais moi j'arrive pas à me les figurer dans ma tête. Parce que y a déjà plein de termes que je connais pas. Et c'était, mais tout le temps, dès qu'il y avait un personnage, tu avais sa description totale. Oh là là, mon Dieu, mais j'en pouvais plus. Scramasax, c'est revenu 50 000 fois, à chaque page. Et même des fois, 2-3 fois, il sort sa Scramasax. Il le tue avec sa Scramasax. Je sais même pas c'est quoi une Scramasax. Après, j'ai commencé à tout surligner. Ah, mais c'est pas possible. Qu'ai-je à penser? Brigna, qu'ai-je à penser? Scramasax. Moi, je me pose la question quand même à un moment donné. Il n'y a pas un éditeur qui a dit ok, c'est vraiment cool, toi, tu vois, tu proposes vraiment une immersion, mais écoute, John, c'est un peu trop pour tes lecteurs. Je sais pas, personne lui a dit et ils ont laissé ça comme ça et je trouve que vraiment c'est choquant à quel point c'est redondant. Au lieu de me permettre d'être immergée dans le texte, moi ça m'a tout le temps sorti du texte et je vous jure, je n'arrivais pas à rester concentrée dans ma lecture. Chaque fois que je lisais ce livre, au bout de 10 minutes, j'avais l'impression que ça faisait 3 heures que je lisais. J'ai aussi été beaucoup confuse parce que à travers ces 3 points de vue, on va suivre encore d'autres personnages dans les points de vue. Et moi, franchement, je n'y arrivais plus. Pour moi, c'était trop confus. Encore une fois, il aurait fallu une liste des personnages en début de roman pour que je m'en sorte un petit peu. Vraiment, j'ai eu un problème dans cette lecture de concentration. J'ai eu un problème d'intérêt. J'ai eu un problème d'enjeu. Pour moi, les enjeux n'étaient pas clairs. Vous voyez, le roman était trop long, trop étiré, trop alourdi. Et je me suis pas sentie investie dans ma lecture. Alors certes, il y a de l'action, certes, il y a des scènes de combat épiques. Je peux pas dire le contraire, ce serait faux. Mais comme j'étais pas investie, en fait, pour moi, ces scènes de combat ont encore alourdi ma lecture parce que j'étais pas investie avec les personnages. Donc, vous voyez, vous lisez une scène de combat, mais vous n'êtes pas investi par les personnages, vous avez envie qu'elle passe vite parce que moi, j'avais envie de connaître l'intrigue, j'avais envie de savoir c'était quoi les enjeux des personnages, pourquoi il fallait qu'ils vivent, pourquoi il fallait qu'ils gagnent ces combats. Quand on commence à comprendre les liens entre les personnages, on a l'impression que les enjeux deviennent un peu plus clairs, c'est un peu moins flou. C'est vrai que la fin est pas mal, c'est beaucoup plus intéressant. On a l'impression que là, il y a quand même des enjeux qui deviennent un peu plus clairs. Et pour moi, la lecture a tellement été fastidieuse et frustrante. Et franchement, à un moment donné, je passais. Je vais pas mentir. J'ai passé un peu rapidement les scènes de combat et tout parce que franchement, j'étais pas investie. Et j'ai subi ma lecture. Donc là, j'ai besoin de vos conseils. Dites-moi si vous l'avez lu. Est-ce que ça s'améliore? J'ai tellement subi ma lecture que je me vois pas renchaîner avec un tome 2 en fait, parce que j'ai pas eu une bonne expérience de lecture. C'est un parti pris de mettre des mots
qui ne sont pas familiers au lecteur, ok. Mettez-vous un peu à la page, là, les éditeurs, et mettez-nous des glossaires en début de roman, parce que ça spoile pas, et on en a besoin. Et puis maintenant, mince quoi, on fait des lectures de plus en plus en audio, de plus en plus en liseuse. Même les maisons d'édition n'en voient plus en papier, mais envoient en liseuse. Alors réfléchissez pour vos lecteurs en liseuse. C'est un coup de gueule que je passe. Si vous êtes dans le monde de l'édition, s'il vous plaît, pensez à vos lecteurs qui sont pas en papier quand en plus les maisons d'édition ne veulent pas envoyer de livres papier. Ça me semble ahurissant. Voilà. Ou alors c'est moi qui sais pas naviguer dans la liseuse, mais je pense pas que je sois la seule à avoir ce problème de navigation dans la liseuse. Excusez-moi. J'ai mis à cette lecture un 3,25 parce que s'il y a beaucoup d'éléments qui m'ont dérangé et c'était une lecture fastidieuse, je dois reconnaître quand même que John Gwynne écrit très bien, notamment les personnages féminins, le personnage d'Orca qui est une mère mais qui est aussi une guerrière. Voilà, on a quand même des personnages qui sont particulièrement bien écrits. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et dites-moi si je devrais continuer la série ou pas. Est-ce que ça vaut l'investissement en temps? Parce que là j'ai un peu de doute quand même. Ça me donne pas très envie de poursuivre la série. Je vais maintenant vous présenter la version vlog de cette vidéo hybride. J'ai lu L'Empire du Vampire et je l'ai vlogué. Ici, L'Empire de l'Aube, c'est le 3e tome d'une série de dark fantasy de Jay Kristoff. Ça commence avec L'Empire du Vampire. L'Empire du Vampire qui est ici, c'est le tome 1. On va suivre un personnage qui s'appelle Gabriel de Léon, qui est un saint d'argent. Un hybride vampire, c'est-à-dire qu'il est né d'une mère humaine et d'un père vampire. Et donc, il a une certaine force et ces êtres humains hybrides, mi-vampires, vont former un ordre religieux, les Saints d'Argent, où ils vont apprendre à se battre et à lutter contre les vampires. Et il se retrouve dans ce tome-là en très mauvaise position, puisque, eh bien, il est emprisonné par les vampires dans une geôle et on va lui demander de raconter son histoire. Va s'en suivre donc un très long entretien qui va finalement durer sur les 3 tomes et qui va nous permettre en fait de découvrir toute l'histoire de Gabriel, de la confrérie, de ce monde, de cet empire et évidemment aussi la quête pour le Graal, le Saint Graal qui va permettre à l'humanité de survivre l'apocalypse des vampires. Dans cet empire, il y a eu ce qu'on appelle la mort du jour, c'est-à-dire que le soleil ne s'est plus levé. Les vampires avaient toujours existé, ils faisaient la guerre contre l'humanité, mais à partir de la mort du jour, ils vont avoir beaucoup plus de pouvoir. Ce tome pour moi, c'était un énorme coup de cœur, un 5 étoiles. Le second tome, L'Empire des damnés, pareil, magistral. Je retrouve avec bonheur la plume de Jay Kristoff parce que vraiment je me régale de sa plume. Il y a toujours des métaphores, des choses qui sont extrêmement plaisantes à la lecture et la traduction est bien. On a toujours cette dynamique vraiment géniale entre le vampire, donc je crois qu'il s'appelle Jean-François du Sang Chastain, qui va interviewer Gabriel et Gabriel. Il s'envoie des pics. Franchement, c'est excellent, c'est très très drôle. Par moments, ils se marrent en fait eux-mêmes de ce qu'ils peuvent dire parce qu'ils s'envoient des pics tellement vulgaires et impactantes que finalement ils finissent par s'en marrer. Et c'est vraiment génial, je trouve, parce que ça apporte vraiment beaucoup de nuances. Le vampire a clairement l'ascendant sur Gabriel et pourtant ils arrivent quand même à avoir une certaine complicité. C'est des moments qui peuvent être parfois très durs et parfois très drôles. Et du coup, on est vraiment constamment surpris à la lecture. Gabriel nous raconte toujours la suite, évidemment, du tome 2. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ses aventures, où il est, avec qui. Voilà, donc ça, je reste vague. Mais vraiment, dès le début, tout de suite, on est happé par l'écriture de l'auteur et par ce qui se passe, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a déjà des combats. Page 220, quelque chose comme ça, il y a déjà une révélation qui est vraiment très intéressante pour le coup, qui rapporte encore beaucoup de world building et beaucoup à l'histoire même du personnage de Gabriel et au monde. Et ça vient encore une fois épaissir cette histoire et donner encore plus de corps et tout. Et vraiment, c'est excellent. J'aime vraiment beaucoup ce que je lis pour le moment. Je trouve ça passionnant. Je m'ennuie pas une seule seconde. Parfois, je me rends pas compte, mais j'ai lu 100 pages, je m'en suis même pas rendu compte. Tellement je suis prise dedans et je vois même pas le temps passer. Et en même temps, je continue d'avoir une espèce de
tristesse. C'est pas une tristesse, je pense que c'est de la mélancolie parce que je sais que c'est le dernier tome. Et tellement que je suis attachée à ces personnages et à cette histoire et à cet univers, chaque fois que je lis un chapitre de plus, j'ai comme une mélancolie qui me dit, je vais jamais le relire pour la première fois encore ce chapitre-là, et j'avance dans l'histoire, et je le redécouvrirai jamais pour la première fois, quoi. Et c'est trop triste. Donc vraiment, c'est une super expérience de lecture parce que il y a cet attachement à l'histoire, au personnage, à la plume, qui est très très fort. Et je trouve que c'est rare que je ressente ça dans une histoire, en fait. J'espère que je vais pas être déçue, on verra. Hein. Je sais pas comment je vais réagir à quelle sera la fin. Est-ce que je vais pas du tout aimer la fin? Est-ce que je vais pas aimer le parti pris de l'auteur? Parce que je sais que Jake Kristoff a des partis pris et c'est ce que j'aime chez lui. Mais peut-être que ça va pas marcher avec moi. J'ai aucune idée, mais en tout cas pour l'instant, je me régale. L'Empire de l'Aube m'accompagne pour une nouvelle journée bien pourrie. Donc heureusement, je vais me plonger dans cette atmosphère. Ça va bien avec l'atmosphère dans l'Empire du Vampire, ceci dit. On est dans la brume, par contre il fait chaud, mais sinon on est vraiment toujours dans la brume. Donc c'est parti, je suis à la page pratiquement 500, 491. Il y a des illustrations encore dans ce tome absolument magnifiques. Donc je me régale aussi avec ça. Donc c'est parti, je continue ma lecture. Oh putain, c'est un truc de... Il est fort ce Jake Kristoff, c'est pas possible. Ah là 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 là. C'est quoi ce délire? Allez, voilà. Allez. Mais non. Oh, putain. Quoi? Mais non, j'y crois pas. Oh non, j'y crois pas. Oh, Jake Kristoff, franchement, là, tu nous fais quoi, là? Mais alors là, j'avais pas vu venir ce truc-là. Hein. Bon, je vois rien venir, moi, en fait. Je suis aveugle. Je lis Jake Kristoff, je suis pas capable de voir le truc. Je me sens aveugle quand je lis du Jake Kristoff. C'est pas vrai, quoi. Mais je suis choquée. Oh, je m'attendais pas. Alors là, vraiment, il y a... Je sais plus quoi dire. Je continue, mais... Oh mon Dieu, là, il me faut un moment, hein, quand même. Bon, mon Dieu, les amis, là, j'ai eu un... Comme on dit, les montagnes russes d'émotions. Depuis un moment, là, il y a eu des révélations hallucinantes. Mais des trucs... Mais je trouvais que justement, en fait, il y avait peut-être un peu de... J'ai pas envie de dire des longueurs, mais j'avais le souvenir que dans le tome peut-être 1 et dans le tome 2, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être plus de révélations assez rapidement dans le récit, parce qu'il y a 2 points de vue. Dans le livre, c'est tout ce que je dirais, sinon je vais vous spoiler le tome 2. Donc il y a 2 points de vue, et il y a un des points de vue que je trouvais peut-être un petit peu intéressant par contre. Hein. Je m'ennuie pas du tout, mais peut-être juste un petit peu... pas dans la même urgence, vous voyez. Et c'est vrai que je pense que je préfère quand même dans ce tome le point de vue de Gabriel, tout ce qui se passe dans ce que nous raconte Gabriel. Là, ça s'enchaîne des 2 points de vue, ça s'enchaîne. Et surtout, c'est... Attendez,
C'est une folie, cette histoire. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Mais que fait Jay Christophe? Ce type est un génie. Mais c'est un génie. Je crois pas. Ah, je sais pas quoi dire. Je suis choquée. Je sais pas quoi dire. Je suis choquée. Là, je suis choquée. En fait, je ne m'attendais à pas de, je sais pas à quoi je m'attendais, mais pas à ça, ça c'est clair. Je suis en train de vivre des émotions. C'est, oh là là, je sais pas, je n'arrive pas à parler en fait, parce que là je suis un peu choquée de ce que je viens de lire. J'ai enchaîné. Ça me fait passer par des émotions de fou. Il y a tellement des révélations et oh là là, mais ce que j'adore, c'est que en fait, mais l'intelligence du truc, c'est-à-dire qu'effectivement, tout se rejoint, quoi. Tout se rejoint, tout est logique et c'est tellement génial parce que j'ai l'impression qu'il y avait plein de portes ouvertes avec plein de chemins possibles et que là, les chemins, les portes se referment et qu'on arrive sur une seule voie et c'est d'une logique implacable. Mais j'avais pas vu venir. J'avais pas vu venir, je sais pas, je trouve que c'est brillant. Puis c'est tellement bien écrit, en fait, il y a plein de passages que j'ai envie de vous lire à haute voix, mais à chaque fois, il y a un personnage qui, qui, qui apparaît dans la phrase, et donc ce serait des spoilers, donc je peux pas vous lire les phrases, mais elles sont tellement bien écrites, c'est tellement bien écrit, et par contre, je salue la traduction. Parce que j'ai pas vu de faute de traduction, c'est pas alambiqué, c'est pas bizarre, évidemment je l'ai pas lu en anglais, mais ça me semble bien traduit et j'ai aucun souci, vraiment c'est fluide, c'est agréable à lire, l'écriture est belle, ah, vraiment je me régale de l'écriture, je me régale. Il y a des moments qui sont un peu plus peut-être charnels, mais c'est poétique, c'est pas, vous voyez, c'est vraiment bien écrit quoi. Tous les moments sont bien écrits et les batailles, par exemple, quand il y a des scènes d'action, les batailles, eh ben, on a l'impression qu'on est sur une danse, qu'on assiste à une danse. La manière dont les personnages sont décrits, la manière dont les coups sont décrits, on a l'impression que c'est une danse. Il y a tout. Il y a tout. Pour moi, il y a du suspense, il y a une construction de personnages hallucinante. Il y a des points qui finissent par se rejoindre où tu dis mais punaise, mais bien sûr, c'est tellement ça, c'est tellement logique. L'histoire, elle est amenée à ça en fait. Et juste, tu l'avais pas vu venir. Je sais pas comment il fait pour construire son récit parce que c'est du génie. Toutes les relations entre les personnages évoluent beaucoup. Et en même temps, il y a ce côté un peu fin de family. Il y a ce côté vraiment communauté, groupe que j'adore suivre. Il y a tout. Vraiment, il y a tout. Je me régale de ma lecture. Je pense qu'il me reste seulement 200 pages et c'est pas impossible que je termine aujourd'hui. Parce que ça se lit très très vite, vraiment je suis à fond dedans. Je vais couper exprès pour vous montrer que les moments où j'ai vraiment eu des grosses réactions, mais vraiment j'étais à fond dedans, j'ai eu beaucoup de réactions tout au long de ma lecture, il y a eu beaucoup de rebondissements, de révélations. Il y a encore beaucoup de révélations qui vont arriver là parce que moi je me laisse porter par l'histoire, je me laisse porter par les révélations. J'essaie de faire des suppositions dans ma tête, mais vraiment, je ne sais pas, vraiment, je sais pas. Donc, j'attends d'être encore surprise à mon avis. Je vais filmer le maximum parce que je pense que je vais avoir des réactions collector. Je sais pas si je vais tout mettre au final, mais on verra. En tout cas, voilà, écoutez, je crois que je suis sur la fin de cette série culte et fantastique. C'est avec beaucoup d'appréhension que je vais peut-être terminer la série aujourd'hui. Et je vous prends avec moi. Non.
pas mal ça. Quoi? Bon bah voilà, j'ai bien avancé aujourd'hui. Il me reste une cinquantaine, 70 pages, je crois. Il y a eu une belle bataille, encore une fois, belle bataille épique, insoutenable, avec beaucoup d'action et aussi beaucoup de révélations. On continue d'avoir des révélations au fur et à mesure de la lecture, c'est clair. Je crois que maintenant, il faut prendre du courage et terminer cette lecture. Bon, maintenant, comment ça va se passer? Parce qu'il reste encore pas mal de pages. Ah. Ça, je m'en doutais, hein. Ça, je m'en doutais. Non, attends, j'y crois pas. Mais non. Mais non. Attends. Il faut que je refasse le fil de l'histoire. Non, mais attends. Mais attends, c'est quoi cette histoire? Jay Christophe, qu'est-ce que t'es en train de me faire? C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais oui, c'est ça! J'ai fini. Je l'ai fini. Oh là là, je l'ai fini. Ah là là. On a fini cette beauté magistrale, tu comprends? On a dit au revoir à tous ces personnages qu'on a adorés. Voilà les amis, j'ai terminé ma lecture. Je vais prendre un moment pour digérer tout ça avant de revenir avec une chronique digne de ce nom. Voilà, mais là il faut que je me remette de mes émotions. N'est-ce pas Litchi? On va se remettre de nos émotions? Il faut que je relise les livres. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'heure du câlin après la lecture de ce livre. Elle m'a vue avec tellement d'émotions réagir tellement de fois et crier et hurler que... Elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien Litchi, j'ai survécu à cette lecture. Mais maintenant il va falloir que je dise au revoir à tous ces personnages et au revoir à cette histoire. Ça c'est triste. Ça c'est triste. Je viens de terminer L'Empire de l'Aube, je pense que vous avez vu les clips. Ça a été une lecture extrêmement onomatopéenne. J'ai beaucoup réagi pendant ma lecture. En fait, j'ai même pas pu capturer tous les moments où j'ai réagi parce que j'ai beaucoup réagi. J'avais pas toujours la caméra prête à filmer ou alors j'étais en pyjama donc je n'ai pas filmé ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup réagi pendant ma lecture parce que
oh mon Dieu, mais que nous a fait encore là Jake Christophe. Vraiment, c'était dingue. Ce tome-là, je pense qu'il conclut en beauté la série. Ce qui était vraiment super, c'est que encore une fois, on est dans un rythme effréné. Il y a quand même des moments qui ralentissent. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs en vidéo où à un moment donné, j'avais l'impression que ça s'étirait un peu, que ça ralentissait beaucoup sur le rythme. Et j'avais l'impression que il y avait des moments au ralenti. Et en fait, ce qui est le génie de Jack Christophe, c'est que tout s'explique. Parce qu'en fait, quand vous terminez, vous avez cette sensation de le gars, il avait tout prévu à la base, il a mêlé, il a construit vraiment un récit et ça se rejoint à la fin et c'est logique. Sa construction narrative est vraiment solide. C'est vraiment cette construction du récit, cette forme narrative qui permet que ça fonctionne et c'est tellement brillant en fait. Et je trouve qu'il fallait quand même du courage aussi. Je trouve qu'il fallait du courage et vraiment, autant j'avais quelques indices, parce qu'on nous met des indices évidemment, donc il y avait des trucs, mais je me suis laissée complètement surprendre en réalité. Il y a plein de trucs que j'avais pas imaginé du tout et j'ai été vraiment surprise et je peux vous dire que j'étais des oh, ah, ouah, ah ça a été comme ça tout au long de la lecture et particulièrement à la fin. J'avais pas vu venir ça. Je trouve qu'il fallait du courage parce que je pense que ça va peut-être pas être très bien réceptionné par tout le monde. C'est vraiment... moi, je trouve que ça fonctionne, je trouve que c'est intelligent et surtout, ça me donne envie de relire la série complète pour voir les choses que je n'ai pas vues. Le suspense était insoutenable, que parfois on nous laissait avec des points de suspension, on n'avait qu'une envie, c'était mais dis-moi ce qui va se passer et on avait toujours envie de lire. Ça n'a pas changé sur les 2 tomes précédents, j'avais toujours vraiment cette curiosité, cette envie de lire, ces indices qui se mêlaient à l'action, à des phrases peut-être parfois clés où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, on se pose des questions tout au long de la lecture, ce qui fait que vraiment, moi, j'étais totalement investie dans ma lecture, quoi. Je pense que ce qui rejoint pour moi mon avis et pourquoi je mettrais un 6 étoiles à la série complète, c'est vraiment que je trouve que les personnages sont extrêmement bien travaillés. Chaque personnage est construit, chaque personnage a sa personnalité, chaque personnage a des drames, des rêves, des envies, des espoirs, et ils sont profondément humains, ils sont pas du tout manichéens, ils vont avoir leurs défauts, leurs qualités, ils vont avoir des réactions parfois compliquées, on va parfois les détester et on va parfois les adorer. Et surtout, je trouve que ces personnages sont tous extrêmement attachants. Je me suis attachée à tous les personnages de cette série, ce qui rajoute en plus de la tension émotionnelle et j'étais comme ça vraiment stressée tout du long de ma lecture parce que je voulais pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et on sait qu'il aime faire souffrir ses personnages, hein, Jack Christophe. Donc vraiment, on est constamment dans l'émotion, constamment dans cette tension dramatique. Et c'est aussi pour ça qu'on lit, pour avoir des émotions. La série entière est magistrale. Ce tome-là ne sera pas mon préféré parce que je lui ai trouvé parfois quelques longueurs et parce que vraiment j'ai tellement aimé en fait le premier tome, la découverte de ce monde, la découverte des personnages. Il y a une évolution énorme dans les personnages qui est peut-être un petit peu moins présente ici forcément parce que c'est la fin. Celui-là sera pas mon préféré, ça n'empêche que c'est quand même un tome que j'ai adoré dans le sens où il est quand même dans le top de mes lectures, c'est clair et net, hein. C'était un 5 étoiles. J'ai adoré aussi le tome 2, vraiment j'ai adoré. Il y a tellement de choses qu'on apprend, une construction du monde tellement plus vaste dans le tome 2. Celui-ci a été une merveilleuse conclusion. Il a fallu que je le digère, mais vraiment je suis très contente de cette finalité. J'y repense et voilà, je ressens plein d'émotions. Pour moi, ça le fait. Pour moi, ça le fait, je suis contente. Je suis pas déçue. C'est vraiment une lecture qui a été intense sur les 3 tomes. C'est une lecture qui m'a fait peur, qui m'a fait vivre beaucoup d'émotions, qui m'a fait beaucoup rire aussi. Il y a vraiment beaucoup d'humour dans cet univers très noir et très sombre et c'est vraiment le bienvenu. J'ai adoré le personnage de Gabriel de Léon. Pour moi, c'est un personnage qui restera gravé dans ma mémoire et j'aurai plaisir à relire la série pour le retrouver. Je l'ai adoré du début à la fin. Vraiment, j'ai rien à redire. Pour moi, c'est un personnage complet, magistral, avec plein d'autres personnages. Je vous dirai pas qui, parce qu'évidemment, je veux rien spoiler, mais il y a vraiment plein de personnages que j'ai absolument adorés. Et franchement, je trouve que Jake Christophe est un génie. Tout était pensé d'avance, et ça, c'est magistral. Et pour moi, cet auteur est un génie, et j'aurais vraiment
grand plaisir à lire sa prochaine série qu'il est en train d'écrire, je crois. Donc vraiment, j'ai très très hâte. Pour moi, c'est un grand 5 étoiles et la série vaut largement un grand 6 étoiles. Et c'est un immense coup de cœur. Encore un 5 étoiles, un coup de cœur pour l'Empire de l'Aube. Voilà les amis, eh bien cette vidéo un petit peu hybride, mais c'était important pour moi de vous prendre avec moi pour découvrir ce dernier tome de l'Empire du Vampire. Donc j'espère que ce format vous a plu. Je voulais pas faire une vidéo consacrée à l'Empire de l'Aube parce qu'encore une fois c'est un 3e tome et je voulais pas trop en dire. Je suis restée vraiment vague dans mon opinion pour vous donner une idée générale plutôt de la série. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à mettre un petit like pour soutenir la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao! Et lisez l'Empire du Vampire, lisez l'Empire du Vampire. Et Dungeon Chronicle aussi.